Si vous voulez qu'à la fin, les gens se rencontrent plus, n'osent plus rien, on est vraiment très bien parti dans ce sens. Il s'avère que je suis tombé sur une émission hier où ils expliquent que Macron serait d'accord pour modifier une loi en rapport au viol. Jusque-là, tout va bien. Le problème là-dedans, et c'est là que le diable se cache dans les détails, eh ben, c'est que dedans, il est question de consentement. Alors, dit comme ça, un viol sans consentement, ça paraît évidemment normal. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord avec ça. Le problème, il vient dans la définition maintenant du consentement. Et c'est un consentement qui va loin. On va se regarder justement cet extrait de l'émission. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'on va regarder là, c'est qu'il y a plusieurs participants à l'émission. Et ce qui est bien, c'est qu'on va entendre plusieurs sons de cloche, plusieurs tonalités, dont un avocat d'ailleurs. Et vous allez voir hein, à quel point ça risque d'être pervers si ils modifient cette loi dans ce sens. Et en fait, ils vont y arriver à la fin, c'est que les gens oseront plus rien entre eux. Surtout les hommes. Les hommes n'oseront plus rien. Ça va se terminer comme ça en fait. Et encore une fois, qui est derrière l'initiation de cette modification de la loi? Des féministes, des gens qui sont dans une mouvance politique extrême, qui ne pensent qu'à une seule chose, leur idéologie, sans mettre de la nuance. Parce que vous allez voir ce qu'elles essaient de clamer. On ne peut qu'adhérer à leur combat, évidemment, puisque le principe même du féminisme, c'est de protéger la femme. Mais vous allez voir là, elles veulent tellement aller trop loin dans la protection de la femme qu'à un moment donné, elle sera sous cloche et plus personne n'osera venir les voir en fait. Et ça se terminera comme ça. On va se regarder ça les gars. Vous avez aimé le débat sur l'IVG, vous avez aimé le débat sur la fin de vie, vous allez adorer le débat sur le consentement 100% sociétal. C'est désormais la ligne directrice d'Emmanuel Macron. Il a raison, ce sont des sujets importants. Le consentement dans le droit français. Favorable à l'inscription du consentement, Emmanuel Macron a exprimé son intention de faire évoluer la définition du viol en droit français en y intégrant la notion de consentement dans un échange filmé avec une association féministe. Alors, voilà, tu vois, donc dans un échange filmé avec une association féministe, Emmanuel Macron, encore une fois, lorsqu'il est avec des gens qui portent en fait un combat, il va aller dans le sens du combat, il va oui, mais moi je suis d'accord avec vous et on va faire la même chose. Dépeint comme ça, là, quand tu poses le décor en l'état, tu te dis, comment ça on va devoir mettre de la nuance sur le consentement? Un viol, par définition, n'est pas consenti. Et vous allez voir, les gars, que ça va plus loin que ça. Noémie, expliquez-nous, parce que les gens comprennent mal, expliquez-nous ce qui pourrait changer dans la qualification du viol et précisément la notion nouvelle de consentement. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire exactement parce que pour la première fois, Emmanuel Macron dit qu'il n'est pas opposé à ce qu'il y ait une évolution de la définition du viol dans la loi, mais il donne pas tellement plus de précision, si ce n'est qu'il n'est pas opposé à ce que la notion de consentement fasse son entrée dans l'article de loi, dans le code pénal. Juste, on va reprendre le constat et rappeler que c'est une demande des associations féministes, mais pas seulement. Moi, j'ai échangé ces dernières semaines, ces derniers mois, avec des magistrats, avec des professeurs de droit, avec des avocats. Alors, il n'y a pas une unanimité du côté des avocats, mais globalement, il y a quand même un constat qui est partagé par tous, qui est qu'aujourd'hui, la France, le droit français ne permet pas de bien juger les violences sexuelles, les violences faites aux femmes. On va rappeler quelques chiffres. 90 000 femmes chaque année déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol. Moins de 10% portent plainte et sur l'ensemble des plaintes déposées, 80% des plaintes sont classées sans suite. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, le droit nous dit que le viol est un acte de pénétration commis par la violence, la contrainte, la surprise ou la menace. Il n'y a pas de référence dans le texte de loi au consentement de la victime. Ça signifie que quand quelqu'un va déposer plainte, une femme, mais ça peut être un homme aussi, il va falloir démontrer que l'auteur a utilisé un de ces 4 modes opératoires. Alors, la menace et la violence, globalement, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Encore une fois, on parle pas des viols commis dans un parking avec quelqu'un qui a un couteau et qui vous menace de vous tuer si vous acceptez pas. En revanche, on rappelle que la plupart des viols, des agressions sexuelles ont lieu dans un cadre des personnes proches, familiales, de collègues, d'amis, et que là, on entre sur les 2 autres critères qui sont la contrainte morale et la surprise, et là, c'est beaucoup plus difficile à prouver. Et donc, c'est pour ça que certains disent qu'il faut que la loi évolue et qu'une des pistes à l'étude était celle d'ajouter dans la loi que l'absence d'un consentement libre et éclairé soit un élément constitutif du viol. On va prendre l'exemple de la Belgique qui fait ça depuis un certain nombre de temps. La loi stipule que tout acte de pénétration sexuelle commis sur une personne qui n'y consent pas constitue le crime de viol. Il n'y a pas de consentement, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. Ça veut dire qu'en gros, une personne ivre-morte n'a pas pu donner son consentement, une personne très fragile psychologiquement handicapée n'a pas pu donner son consentement. Et donc, c'est cette idée qui est à l'étude. Alors maintenant, il va falloir rédiger ce texte. Je ne sais pas en quoi ça consistera en définitive, mais c'est le raisonnement, en tout cas celui d'un certain nombre de personnes. Ok, donc moi, ce que je comprends là, dans la manière dont elle expose en fait cette volonté de vouloir modifier la loi par Macron, c'est que le viol par agression, par violence, celui-là, il est incontestablement prouvé. Ok, maintenant, ils sont en train d'exposer un autre truc, et c'est pour ça qu'en fait, ça peut faire
retourner le cerveau, cette histoire-là, en expliquant que là, il s'agit de viols qui sont beaucoup plus sournois, insidieux, qui sont beaucoup plus pervers. C'est-à-dire, comme elle l'a dit, ça pourrait par exemple provenir de membres de la famille. On sait qu'il se passe des choses pas très propres au sein des familles. Donc effectivement, il pourrait y avoir une sorte de viol, ou un viol même, disons-le directement, et effectivement qui n'est pas consenti, mais par la position dominante d'une personne au sein d'un foyer, et ça pourrait d'ailleurs s'extrapoler au sein d'une entreprise aussi, où un mec qui a une position dominante, un poste important, ce genre de choses, pourrait asseoir son autorité au point de pouvoir contraindre, entre guillemets, ou sans guillemets, une personne à passer à un acte sexuel, contre sa propre volonté. Mais évidemment, ça pose aussi des questions quand on l'expose de cette manière. On va demander, parce que ça concerne souvent les hommes, de s'interroger s'ils ont le consentement de la femme avant d'avoir un rapport intime. En soi, c'est pas une mauvaise idée quand même de demander est-ce que vous êtes interrogé si la femme était consentante. C'est une question qui peut me paraître légitime. Votre avis, Véronique Jacquier? Alors oui, moi je pense qu'elle est légitime cette question parce que trop d'hommes, je vais pas dire 100% des hommes, hein, après on va me faire un procès, mais pensent que toutes les femmes sont consentantes. C'est peut-être dans l'ADN masculin de penser qu'il part à la chasse et qu'il est forcément victorieux, mais toutes les femmes justement ne sont pas des trophées ou tout au moins ne veulent pas être considérées comme telles. Et sans être féministe à la mode des années 2024, je pense que cette question est vraiment intéressante. Dans le cerveau d'une femme, je vous jure, je parle à titre personnel, mais aussi parce que j'ai partagé bien des confidences de collègues et d'amis. Dans le cerveau d'une femme, vous n'êtes pas forcément consentante, même à 100%. Et je pense que dans le cadre conjugal, puisque Noémie Schulz l'a évoqué, la question peut être doublement pertinente. On l'a vu, en ce moment, il y a des faits divers qui impliquent d'ailleurs des politiques, où on parle de viol et on se dit mais comment c'est possible? Et effectivement, il y a la question du consentement qui est sur la table ou qui est au milieu du lit. Moi, il y a un truc qui m'étonne en fait, c'est qu'on pose comme ça sur la table l'histoire du consentement qui n'est pas total. J'ai été consentante à 20%, j'ai été consentante à 30%, à 60%. Non, on doit pas mesurer ça. T'es consentante ou t'es pas consentante. Si t'es pas consentante, il y a un truc qui commence à me chiffonner un petit peu dans la manière où ils sont en train d'exposer les choses, c'est que, encore une fois, on place les femmes comme des petits objets fragiles qui savent pas dire non. C'est-à-dire qu'un mec se pose devant elle, l'autre il sort son sgeg et elles sont là, merde, j'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller. Elles savent pas dire non, bah non mon gars, tu peux le remballer ton outil là, il va rien se passer. Non, on commence encore une fois à dépeindre l'image de la femme comme étant un être extrêmement fragile qui ne sait pas se défendre. Après la partie du consentement, et je pense qu'on va arriver à des trucs encore plus pervers parce que on va rentrer dans les histoires de couple, etc. Moi j'ai déjà discuté avec des nanas qui m'ont dit bah avec mon mec j'ai fait mon devoir conjugal parce que c'est comme ça et que ça se fait et qu'elle se dit bah de toute façon on est mariés donc il a besoin de tirer un coup, j'écarte les jambes. Alors est-ce qu'on peut dire qu'elle est consentante? Au final si on suit leur logique, bah non. Et donc ça voudrait dire qu'une nana qui se dit bon bah vas-y il veut tirer son coup, vas-y j'écarte les jambes et puis il fait 2-3 allers-retours, il lâche la purée puis il sera content, bah elle pourrait aller porter plainte et dire bah le mec il m'a baisé alors que en fait j'étais pas vraiment consentante. Et c'est là que ça devient pervers en fait. On n'arrive pas à s'en sortir parce que si une nana elle te dit pas qu'elle est pas consentante et qu'elle s'exécute, bah le mec tu sais s'il a pas des feedbacks sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer où la personne te dit non on fera rien, et ben dans ces cas-là si la nana elle dit pas non comme on dit qui ne dit rien consent. Eh oui. Et le non-consentement, là, comme ils vont l'expliquer, passera par des moments de non-dit. C'est obligé. Et si c'est pas dit, c'est difficile de trouver la ligne de vérité là-dedans. Mais vous êtes avocat, est-ce que cette notion de consentement vous... Elle me fait peur. Elle me fait peur. Le remède sera, à mon avis, pire que le mal. En général, les violeurs se foutent pas mal du consentement des femmes, croyez-moi. Et dans la réalité des choses, je me méfie beaucoup parce qu'on commence par le consentement. On dira que le consentement était vicié. Vicié parce que l'emprise. On va être ensuite dans une spéculation intellectuelle qui déplaît beaucoup à l'avocat qui vous parle. Je préfère qu'on soit davantage factuel. La réalité, elle est là. Donc, je pense que, très sincèrement, ça part très certainement d'un bon sentiment, mais malheureusement, le viol, c'est la preuve qui souvent fait défaut. Hein. Là, je trouve ça intéressant, là, ce qu'il vient de dire, parce qu'effectivement, comme il dit, ça peut être vicié. Effectivement, si une femme, elle a un rapport sexuel avec un mec, ça peut être un supérieur hiérarchique, son mari, je sais pas quoi, et elle dit, oui, mais j'étais pas consentante, mais j'étais sous emprise. C'est ça, en fait, le vice. Si elle dit qu'elle était sous l'emprise, parce qu'on entend beaucoup de fois maintenant ce mot d'emprise. Et des j'étais sous emprise, il me manipulait comme bon lui semblait. On n'arrête pas d'entendre des choses comme ça en ce moment et on a
pression. Et vraiment, ça remet encore une fois la place de la femme en un être faible, fragile, qui sait pas se défendre, qui est sous emprise, qui est facilement manipulable. C'est presque insultant en fait même pour les femmes, j'ai envie de dire. Parce que moi, enfin je sais pas, je me souviens dans les années 80, là où les femmes, elles ont commencé vraiment... Ma mère, elle en faisait partie aussi, le genre de personne. Elle le disait elle-même. Si un mec qui me fait chier, je lui mets un coup de pied dans les couilles et je lui dis qu'il aille se faire foutre. À partir des années 80, les femmes, elles ont commencé à se doter d'un gros caractère, elles ont su se défendre et elles étaient capables de te mettre un coup de pied dans les couilles si elles étaient pas contentes. Et elles étaient capables de te mettre une tarte dans la gueule et de te dire « Oh, tu recommences plus jamais ça ». Qu'est-ce qui s'est passé là depuis 30 ans du coup? C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu en arrière? Je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Donc là, moi, ce qui me perturbe là-dedans, c'est qu'on est en train de placer la femme sous un aspect qui, à mon avis, là aussi, est vicié. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que le viol, c'est toujours sous des actes de violence, etc. Si il n'y a pas d'acte de violence, comme ils l'ont expliqué dans la définition du viol initial, à ce moment-là, ça veut dire que la personne, elle peut accuser une autre personne de viol à cause de ce problème de consentement. Mais comment tu vas faire pour le jauger, ce truc-là? Comment tu vas faire pour le prouver? Et comme il le dit, l'avocat, il dit, moi, j'aime bien me baser sur des faits. Là, il n'y a pas de faits. Si deux personnes ont couché ensemble et que, en apparence, personne n'a détecté la non-volonté de l'un ou de l'autre d'y aller. On va parler surtout de la femme. L'homme n'a pas détecté la non-volonté de la femme d'y aller. Il ne l'a pas détecté. La nana, elle sort de chez elle, elle va au commissariat, elle porte plainte. Elle dit en fait, je viens de coucher avec un mec, mais j'ai pas consenti avec lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle je porte plainte pour viol. Comment le mec, il va faire pour se défendre? Et qu'est-ce qui va peser dans la balance? La parole de la femme? Est-ce que ça, c'est une preuve? C'est pas une preuve. On a besoin de preuves. Dans le viol, les preuves, c'est justement si on arrive à retrouver des signes de bagarre, d'échanges physiques intenses. Mais en dehors de ça, comment tu veux arriver à prouver? Il faut des faits, comme il dit. Si on n'arrive pas à prouver des faits, ça veut dire qu'on va juste se baser sur ce que la personne dit. Ah ben moi j'étais pas, je lui ai pas dit, mais j'étais pas consentante. Et on va rentrer dans des folies. Pour le moment, enfin, on est plutôt fondé à questionner la notion de consentement. Et ce qu'est l'exposé de Noémie nous explique bien ça. En fait, c'est quels sont les critères qu'on peut identifier comme constituant un non-consentement. C'est pas inintéressant de réfléchir. Par exemple, l'avocat qui vous parle sur l'alcool, vous pouvez aussi, la femme peut être gay. Et ensuite, elle peut être gay, hein, légèrement. Bon, donc elle va consentir. Et ensuite, on vous dira que comme elle avait bu, eh bien son consentement était vicié. Je vous dis que c'est extrêmement dangereux, c'est tout. Alors là, je le rejoins mais complètement, parce que dans ces cas-là, c'est la porte ouverte à tout. T'imagines, tu prends un verre avec une nana, t'en enchaînes avec un deuxième, ça se passe bien. Vous finissez au lit ce soir-là. Et elle te dit, ah non mais en fait... Il y a un truc qui a brouillé ma clairvoyance et ma clarté d'esprit, c'est ces verres d'alcool. Parce que si je les avais pas bu, ces verres-là, jamais j'aurais couché avec lui. Mais on va rentrer dans des folies. Dans ces cas-là, les mecs, ils vont se retrouver en rendez-vous, ils vont dire, écoute, pour être sûr qu'il m'arrive rien, je préfère qu'on se fasse un rendez-vous sans alcool. Voilà, ce sera du jus de fruits et de l'eau, comme ça tu pourras pas dire que c'est l'alcool qui a joué là-dedans. Enfin, tu te rends compte un peu toutes les choses auxquelles les mecs, ils risquent de se mettre à penser pour se protéger. Parce que là, on rentre dans des trucs, c'est infini. Effectivement, l'alcool fait modifier effectivement la perception d'une situation et l'envie de faire ou de ne pas faire quelque chose. Mais c'est aussi pour ça que c'est pris. C'est parce que on cherche un peu à se désinhiber quelque part. On cherche à se détendre. Donc dans ces cas-là, il va falloir mettre des règles dans les règles. C'est impossible. Et le mec, en buvant aussi de verre, ça va lui donner peut-être encore plus envie d'embrasser la nana et d'avoir envie de coucher avec elle. Donc là aussi, il y a encore un autre truc. Moi, ça me paraît vraiment tordu et honnêtement, je trouve ça très dangereux en fait. Moi, le problème, je vois pas comment on peut mettre de la nuance là-dedans. Exposé comme ça, je vois pas comment on peut mettre de la nuance et comment on va arriver à prouver les choses. C'est pour ça que ça me rend fou. Ah non, alors c'est apporter une précision. Et ben donc que l'idée, ce sera toujours à l'accusation de prouver la culpabilité. Ce sera pas aux mises en cause de dire je suis innocent. Mais effectivement, l'idée ce sera de dire à l'auteur aidez-nous à démontrer que vous avez demandé le consentement. Et c'est ce qu'on avait dit quand on avait fait cette émission. Derrière, il y a aussi l'idée d'une éducation du fait qu'il faut s'interroger et c'est pas signer un contrat pour dire est-ce que j'ai le droit de t'embrasser, mais c'est peut-être vraiment poser la question, cette femme a-t-elle vraiment envie d'avoir une relation sexuelle, un supérieur avec par exemple une subordonnée, a-t-elle vraiment envie d'avoir cette relation sexuelle avec moi, ou est-ce que c'est pour me faire plaisir? Voilà aussi ce qu'il y a derrière. Non mais là pour moi là ça y est, ça c'est la grande folie. Donc il va falloir poser des questions, c'est ça? Est-ce que c'est ça le sens des relations entre les hommes et les femmes? Il faut se poser des questions. Est-ce que tu m'autorises à t'embrasser? J'ai besoin de ton consentement, hein, je suis désolé. D'ailleurs il va falloir le prouver, à la limite je préfère même qu'on se filme au moment où je te pose la question. Est-ce que vous vous rendez compte de la perte de sens et la perte de naturel dans les relations, au point que l'on doit se demander si elle consentirait éventuellement à ce que tu puisses aller l'embrasser? Alors je sais, hein, il y en a qui vont me dire, non mais c'est déjà le cas, il y a déjà des gens qui demandent. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de poser
la question, mais je le fais pas dans le sens du consentement. C'est dans le sens, si je t'embrasse, ça m'est déjà arrivé de dire à des nanas, si je t'embrasse, tu vas tourner la tête ou pas? Voilà, parce que on en est encore là aussi, les gars. C'est ça, moi, que je comprends pas. C'est que aujourd'hui, après tous les rendez-vous que j'ai faits, s'il y a bien une chose pour moi qui est complètement claire, c'est qu'une femme qui ne veut pas se faire embrasser, elle tourne la tête. Je ne comprends pas. Les femmes qui se laissent embrasser alors qu'elles n'en ont pas envie, franchement, tu le vois. Une nana qui a moyennement envie de t'embrasser, si elle ne tourne pas la tête, tu vas voir qu'elle va faire quasiment aucun mouvement des lèvres. Si une nana, elle a pas envie de se faire embrasser, elle te roule une galoche, il y a un problème. Comment elle peut te rouler une gamelle alors qu'elle a pas envie de t'embrasser? Une nana qui a pas envie de t'embrasser, soit elle tourne la tête, soit elle fait juste ça. Elle fait même pas d'effort. Et si tu retentes une deuxième fois, tu revois la même chose, tu te rends bien compte que la nana, elle a pas envie, tu l'embrasses, elle dit rien, mais voilà. Et ça, au bout d'un moment, on va pas arriver en fait à régler ce genre de choses. Parce que déjà, d'une part, faut que les femmes, elles tournent la tête, ou qu'elles mettent un stop à un mec qui veut aller plus loin et qui veut les coucher avec elles. Mais cette histoire du consentement, de demander, ça bousille toute la magie d'une rencontre. Une rencontre, c'est magique, c'est un instant, c'est un regard puissant, un regard intense. On se parle, on se regarde, on se dévore des yeux, et au bout d'un moment, il y en a un des deux qui craque, souvent l'homme, et il va aller l'embrasser, et elle va adorer cet instant. Elle va adorer ce moment où le mec, il aura pris l'initiative. Il y a combien de nanas qui m'ont dit, mais mec, putain, viens m'embrasser. J'étais en rendez-vous avec un gars, il m'a pas embrassé alors que putain, j'attendais que ça. Donc comment tu fais? Si le mec, il ose pas, il se dit, je vais pas lui demander son consentement, parce que franchement, ça casse toute magie. T'es en plein rendez-vous, t'es là, t'es prêt à aller l'embrasser. Attends, excuse-moi. Stop, temps mort. Je m'apprêtais à t'embrasser, mais comme tu le sais, maintenant, il faut demander le consentement. Donc, je suis désolé de casser un petit peu l'ambiance, mais je voulais savoir si t'étais ok. Voilà, j'allais t'embrasser, mais je ne sais pas en fait. Je ne vais pas le faire sans ton consentement. Est-ce que donc tu y consens? Voilà, je pose des choses comme ça. À toi de me répondre. Tu consens? D'accord. Donc toi, tu serais d'accord? Ok. Bah écoute, oui. Bah je vais aller du coup t'embrasser. Je trouve que le moment est complètement magique et c'est génial. Et laissons-nous aller, comme nous l'avons fait depuis le début de la soirée, n'est-ce pas? Non mais est-ce qu'on se rend compte de l'absurdité des choses? Je sais pas. Parce que ce que vous venez de dire, le mot fort dans ce que vous avez dit, c'est éducation. Et c'est vrai que c'est pas mal de dire à un petit jeune homme, et d'ailleurs beaucoup de parents le disent, sans doute quand ils élèvent des garçons, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, attention. Quel rapport avec le changement de loi? C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Mais peut-être que je me trompe, mais élever des garçons, c'est aussi ça. Alors là, je suis d'accord avec sa remarque à l'avocat à Gilles William, parce que effectivement, quel rapport ça a à voir entre l'éducation et la modification de la loi? Et là, je pense qu'on mélange tout. C'est-à-dire que comme il le dit, il dit quel rapport avec la loi? Parce que un mec qui viole, il viole. Il s'en bat les couilles du consentement en fait. C'est ça le truc. C'est qu'un violeur, clairement, le consentement dans son esprit au violeur, c'est pas un facteur. C'est même pas dans l'équation. Il y va, il force, il frappe, il viole, boum, terminé. Alors que là, on risque de pénaliser un mec qui, lui, n'a pas le mental du violeur. À se dire, elle, je vais lui mettre une cartouche, qu'elle le veuille ou non. Non, il va se dire, j'aimerais bien aller plus loin avec elle, mais j'ai peur qu'on me fasse passer pour un violeur parce que j'ai voulu tenter un truc, parce que j'ai mis une main sur une épaule, parce que j'ai touché la main, parce que j'ai tenté de l'embrasser. Et il a raison. Là, on en revient à l'éducation des gens. Est-ce que les gens, ils ont compris? Est-ce qu'ils sont éduqués? Pour moi, ceux qui ne comprennent pas les codes sociaux, ceux qui ne comprennent pas quand une nana, elle n'a pas envie, bah, c'est plus une histoire de loi. C'est une histoire de savoir vivre, de vivre ensemble, d'éducation même, de ce que les parents, ils inculquent. Et il y a beaucoup de parents qui n'inculquent rien en termes de relations sociales, simplement parce qu'ils ne le savent pas non plus. Ils n'ont pas non plus les codes, ils n'ont pas non plus les bases, mais ils ont peut-être jamais passé le pas, alors que leurs enfants, eux, ils risquent de le faire, alors qu'ils se disent non mais ça va de soi, il y a des choses qui se font pas. Ah ouais, mais il faut le repréciser aujourd'hui. Il y a une époque où il y a des choses qui ne se faisaient pas, et c'était dans l'esprit collectif, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut maintenant repréciser, réexpliquer des choses qui avaient l'air de tomber sous le sens, mais qui ne tombent plus sous le sens aujourd'hui. Qu'est-ce que le consentement? On connaît tous le consentement, la question peut faire sourire. On connaît le consentement explicite. Oui, un oui c'est un oui, un non c'est un non. Oui. Mais il y a du consentement implicite. Et tout n'est pas aussi simple que ça. Enfin, mais vous avez raison. Et donc ça c'est compliqué. Et moi ce qui me gêne un peu, et je m'interroge, c'est qu'en fait ce sujet intervient dans le débat français parce qu'en fait il y a eu une histoire à Bruxelles. Parce qu'il y a eu une volonté d'harmoniser la notion du viol à Bruxelles. Et qu'est-ce qui s'est passé? À Bruxelles, il avait été décidé, finalement ça n'a pas été adopté, d'écarter
enlever les notions de contrainte, de violence et de retenir uniquement la question du consentement, qui en soi est problématique. Franchement, je suis d'accord avec lui. Comment tu fais à un moment donné pour fixer la ligne rouge, hein? C'est impossible. Comme il dit, des fois il y a du consentement explicite et du consentement implicite. Alors ce qui est implicite est difficile pour beaucoup de mecs à être perçu. Moi-même parfois, il y a des fois je ne perçois pas tout. Attends, une personne, elle consent, et je parle même pas que de relations sexuelles ou quoi. Elle consent à ce que tu dis même, elle consent à ce que tu fais ou pas. Parfois, t'as aucun signe. Et t'apprends bien plus tard, en fait, que la personne n'était pas d'accord, qu'elle est contre toi, ou qu'elle a trouvé que ce que t'as dit ou ce que t'as fait était pas normal. Franchement, c'est un panier de crabes. C'est un panier de crabes. S'ils votent ça, s'ils modifient ça, pour moi, on rentre dans quelque chose de très dangereux. Et la vérité, comme il a dit, l'avocat, être un violeur, c'est un état d'esprit, d'accord? C'est pas la majorité des gens. Donc là, on est en train de faire passer une loi pour un petit nombre de personnes, parce que des violeurs, jusqu'à preuve de contraire, sur 100 gars, je sais même pas s'il y en a un. Donc voilà, c'est un faible pourcentage. Donc on est encore une fois en train de faire passer une loi pour un minuscule pourcentage où en fait un vrai viol est réellement avéré. Ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des plaintes pour viol où les mecs qui ressortent, et ils se disent, la justice, elle n'arrive pas à bien faire son travail parce que le mec, il est coupable, c'est sûr. Ils n'en ont pas la preuve, mais ils se disent, c'est sûr, il est coupable. Et donc, à partir de là, ils poussent en se disant que, en rajoutant cette histoire de consentement, peut-être qu'enfin, on arrivera à prouver que ces mecs-là qui ressortent libres de tout et nettoyés de tout, en fait, on arrive à prouver qu'ils étaient vraiment coupables au final. Moi, c'est ce que j'appelle une chasse aux sorcières. Voilà, ni plus ni moins. Voilà les gars, dites-moi vous ce que vous en pensez. Soyez pas violents, s'il vous plaît, dans les commentaires. Allez-y mollo, on se parle. Moi, je vous ai donné mon point de vue. Je ne suis pas énervé, je ne suis pas en colère. Je trouve que ce serait regrettable si ça passait et je pense que ça fera reculer les relations hommes-femmes. Déjà qu'elles sont en plein recul aujourd'hui, pour moi je pense que ça ne fera qu'accentuer ça. Voilà, c'est mon point de vue les gars. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. On y va mollo et vive le game.